toutes et à tous, à tous les campusiens et à tous les campusiennes, bienvenue sur Radio Campus. Nous sommes avec vous jusqu'à minuit pour votre rendez-vous du Campus Sport Club, l'émission qui vous remet à jour sur l'actualité sportive. Alors vous l'avez remarqué, ce n'est pas Adrien à la présentation, je fais l'intérim juste pour cette émission, elle sera bien évidemment de retour la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Ce soir avec moi, nous avons la chance d'avoir Léo. Comment tu vas Léo ? Ça va, super content. Bon, on est sans le boss. Bah. Ça va bien se passer et ouais, trop content d'être ici. Je vais essayer de le remplacer comme il faut, mais je promets rien. Loïc, comment tu vas ? Très très content. Peut-être qu'on sera même mieux sans le boss, on verra bien. Donc, Au prendre de liberté. Ça promet une bonne soirée. Et Félix qui assure la régie aussi en même temps. Comment il va Félix ? Écoute, aujourd'hui c'est moi qui gère la parole, donc vous avez intérêt à bien vous comporter. On a la pression. Mais nous discuterons ensemble du sport aujourd'hui et bien sûr dans la bonne humeur. Et on va commencer avec une petite remise en contexte avec les résultats que je vais vous présenter. Ensuite, Léo enchaînera sur les news et évidemment, qui dit mois de janvier dit mercato, il nous en dira plus. Ce mercato, on en parlera en faisant un focus sur celui du Racing Club de Lens déjà bien agité avec des mouvements avortés, des départs et des arrivées. Félix prendra lui le relais pour nous faire saliver sur le programme sportif de la semaine qui arrive avec les immanquables. Pour finir, Loïc nous testera avec son quiz. C'est là où nous découvrirons les fraudes immiscées dans l'équipe. Écoutez bien pendant toute l'émission et vous aussi, les auditeurs, jouez avec nous. Donc on commence avec les résultats et la Coupe de France qui est encore en cours pour Lille, qui mène 1-0 à la 93e minute. Est-ce que pour vous, Lille peut tenir le score jusqu'à la fin ? Bon, on verra bien. Et Valenciennes, eux, a déjà gagné au penalty. Perdu, ça vient de finir, contre Le Mans. 4 buts à 3 au penalty et 1 but à 1 dans le jeu. Valenciennes avait égalisé à la 82e minute. Quant à eux, Dunkerque a vu son match annulé à Haguenau pour des raisons climatiques. L'arbitre a décidé que le terrain était impraticable. Donc le match a été annulé et sûrement reporté. En Ligue 1, ce week-end, les clubs français ont également joué et à la fin de la phase aller, après 17 matchs, la course à l'Europe est complètement relancée. Cela fait suite à des mauvais résultats des concurrents à l'Europe. D'abord, vendredi, Monaco a été tenu en échec 2 buts partout à la Beaujoire. C'est tout de même un bon point après avoir été mené 2-0 par les Canaries. Puis dans la foulée, Lille s'est déplacée dans la forteresse auxerroise, vous savez, la baie des Champs où personne ne perd, sauf Marseille. Même Paris s'y est essayé et a buté. Ils n'ont pas réussi à faire sauter le verrou non plus, les Lillois, dans un match où la VAR est intervenue 3 fois pour des potentiels pénaltys sans qu'aucun n'ait été accordé. 0-0 et un petit point pour les Dogs. Le lendemain, c'est Lyon qui s'est incliné sur la pelouse de Francis Leblay à Brest. Les Brestois menaient 2-0 avant de voir les Lyonnais revenir à une longueur juste avant la pause, mais les Bretons ont tenu le choc en seconde mi-temps pour décrocher une victoire importante et s'éloigner de la zone dangereuse. Tout cela profite à Nice grâce à leur victoire convaincante à Auguste Delaune. Après un doublé de Gaëtan Laborde, il s'impose 4-2 face à Reims. Et ce dimanche, l'autre club qui fait une belle opération dans cette course à l'Europe, c'est Lens. Malgré le dossier mercato bouillant, dans le club senior, ils se sont imposés 2-1 au stade Océane. C'est l'ouverture du score havraise tôt dans le match qui a fait réagir Lens et qui sont revenus grâce à un but de Godwin Kohalipou qui a inscrit son premier but pour son premier match en Ligue 1. Puis Machado leur a permis de s'imposer en fin de match. Ces résultats provoquent donc un énorme rapprochement entre le 3e Monaco et le 7e Lens avec seulement 4 points d'écart. Les Niçois ont grimpé à la 4e place aux dépens de Lille et Lyon et Lens recolle sur le peloton. Seulement 1 point sépare chacun de ses concurrents. Devant, c'est le PSG qui assure contre Saint-Etienne au Parc des Princes avec une victoire 2-1 et un doublé de Ousmane Dembélé. 7 points derrière, l'OM enchaîne et enfonce le Stade Rennais au Roison Park avec une victoire 2-1 malgré l'ouverture du score rennaise par Arnaud Colimendo sur un penalty. Avec un mercato déjà XXL, Rennes se retrouve désormais 14e, un seul petit point de la 16e place, synonyme de barrage. En Ligue 2, c'est Dunkerque qui a encore gagné samedi à Caen sur le score de 1-0. Le club nordiste continue sur sa folle lancée et est 3e à un petit point de la tête et avec 4 points d'avance sur la 6e place de Laval, première place non qualificative pour les barrages. À l'étranger maintenant. L'événement de cette semaine était évidemment le Classico pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite à Jeddah. Le Real Madrid avait bien débuté avec l'ouverture de score de Kylian Mbappé en début de match sur un contre éclair. Mais ensuite, l'attaque catalane s'est mise en place et a enchaîné les assauts.
Yamal convertit cette domination au milieu de première mi-temps et égalise. Et une dizaine de minutes après, les Madrilènes prennent la foudre avec un but sur penalty de Lewandowski. Un but de Rafinha 3 minutes après, et au bout du temps additionnel, Alejandro Balde porte le score 4-1 en faveur du Barça. Au retour des vestiaires, c'est Rafinha qui enfonce les Madrilènes et inscrit le 5e but barcelonais. Le match semble relancé quelques minutes après avec l'expulsion du gardien polonais du FC Barcelone Szczęsny. Et à l'heure de jeu, le Real se relance vraiment avec un but par l'intermédiaire de Rodrigo. Mais ça ne suffira pas. Le FC Barcelone remporte ce classico dans un match fou et ajoute une super coupe à son palmarès. Et mon équipe vient de me glisser que Lille a égalisé contre l'OM, c'est bien ça? C'est ça, ouais, C'est l'OM qui a égalisé contre Lille avec un but de Luis Enrique, donc on va partir sur une séance de tir au but. Bon, bah, on vous tient au courant au fil de l'émission. Nous, on passe au handball. Les championnats du monde ont débuté ce soir et ont lieu dans 3 pays différents, en Norvège, au Danemark et en Croatie. Les grands favoris sont évidemment la France et le Danemark. Ces 2 nations ont fini leur match d'ouverture il y a quelques heures. La France s'est imposée sur le score de 37-19 contre le Qatar avec un gros match de Rémi Desbonnets, élu homme du match. La France a pu également s'appuyer sur une grosse efficacité offensive de Thibaut Brier avec un 7 sur 9 au tir. Le Danemark, lui, a également joué ce soir contre l'Algérie et s'est imposé 47-22. Le Danemark va tenter de glaner un 4e titre consécutif dans cette compétition. On passe de l'autre côté du globe de tennis, avec le tennis et l'Open d'Australie. La compétition a débuté dimanche et pour l'instant, pas de grosse surprise chez les favoris. Chez les hommes ou chez les femmes. En effet, ce matin, seule la défaite de Roublev en 3-7 est à relever face au Brésilien João Fonseca. Taylor Fritz, Alex de Minaur et Daniil Medvedev, joueurs du top 10, se sont qualifiés pour le second tour. Côté féminin, aucune joueuse du top 10 n'est sortie lors du premier tour, avec notamment la victoire de Jasmine Paolini ce matin en 2-7. Le match de la nuit est un duel français, un choc des générations. D'un côté, on avait Gaël Monfils, 38 ans, 13 titres sur le circuit ATP et 41e mondial après sa récente victoire à Auckland. De l'autre, on avait Giovanni Mpeti-Péricard, 21 ans et déjà 2 titres sur le circuit ATP avec une 30e place mondiale. Un duel de gros serveurs qui a pris la tournure attendue, bien sûr, avec 3 tie-breaks dans le match. Le premier est remporté par le vétéran Gaël Monfils avant de gagner le second set 6 jeux à 3, je suis encore dans la Coupe de France. Mais Mpeti-Péricard remporte 2 sets consécutifs au tie-break. Dans le 5e et dernier set, c'est Gaël Monfils qui finit par l'emporter 6 jeux à 4 et atteint le prochain tour. Adrien Manarino, pour les autres Français, s'incline en 3-7 face à Kachanov et Moutet a sorti un gros match et se qualifie pour le second tour face au local Popirine en 4-7. Le tournoi a donc commencé dimanche avec le premier match de notre gars du coin, Lucas Pouille, qui s'est incliné en 3-7, tous sur le score de 6 jeux à 4 face à Alexander Zverev. Quentin Alice a réalisé une folle remontada face au local Adam Walton. L'Australien menait 6-4-6-4 avant de voir le Français remporter les 3 derniers sets 6-4, 7-6, 7-5. Hugo Humbert, numéro 1 français, et tête de série numéro 14 en 3-7 contre Matteo Gigante, Arthur, Fils et Hugo Gaston, lâchent un set chacun, mais remportent tout de même leur premier tour. Et le lendemain, c'est Benjamin Bronzy qui se qualifie aussi en 3-7 contre le voisin belge David Goffin. Enfin, Arthur Cazzo, dont tout le monde se souvient son parcours évidemment la saison passée où il atteint les 8e de finale, remporte son premier match en 5-7 contre la tête de série numéro 28, Sébastien Baez. Malheureusement, une petite défaite quand même, Arthur Ridderknecht s'incline en 5-7 après un match fou contre Francis Tiafoe, tête de série numéro 17. Côté française, à noter la défaite de Caroline Garcia au premier tour face à Naomi Osaka en 3-7. Nos françaises Diane Paris et Léolia Jean-Jean ont également été logiquement éliminées. Il ne reste plus que Varvara Gracheva qui s'est imposée ce matin 6-3, 6-4 face à Catherine McNally. Varvara Gracheva qui était évidemment la sensation de Roland Garros avec un parcours magnifique jusqu'à elle aussi au 8e de finale. Revenons en France avec la 3e journée de Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby. Les clubs français ont sorti des grosses prestations même si le week-end a mal commencé avec la défaite du Racing 92 sur la pelouse des Glasgow Warriors. Les Racing Men sont désormais derniers de leur poule avec une victoire en 3 matchs. Ils devront sortir une grosse prestation la semaine prochaine pour espérer la qualification. Mais les lendemains, Toulon, Toulouse, Bordeaux, le Stade français et Castres ont remporté leur match. Mention spéciale à Bordeaux, Toulouse et Toulon qui obtiennent leur 3e victoire en 3 matchs et qui sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Seul un autre club a réussi cette performance, c'est le Leinster, qui a donc battu La Rochelle dimanche avec 2 petits points d'écart. Sans conséquence pour le club rochelais, qui est déjà qualifié pour la suite de la compétition.
C'est enfin Clermont qui subit une seconde défaite sur la pelouse de Basse. Ils devront donc s'imposer aussi la semaine prochaine pour espérer se qualifier. Et je finis par le meilleur pour la fin, évidemment le biathlon était de retour en Allemagne après une trêve hivernale dans le site historique d'Oberhof. Et comme d'habitude, on a le droit à son lot de surprises, plutôt positives pour les Français, hommes ou femmes. Et ça a commencé par le sprint féminin jeudi, et une victoire de Paula Beauté sur sa première course de la saison en Coupe du Monde. C'est plutôt pas mal. Et derrière les 6 Françaises dans les 12, on s'est régalé. Franziska Preuss, elle, jusque-là confortablement installée sur le fauteuil de leader au général, finit seulement 28e. Première course où l'Allemande quitte le top 5. Ça pose la dame. Le lendemain, les hommes ont réalisé l'exploit du triplé malgré les nombreux adversaires norvégiens. Dans l'ordre, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin montent sur la boîte. Premier triplé depuis un certain temps. Je vous pose une petite colle peut-être. Depuis combien de temps? Vous le savez? J'en ai aucune idée, moi. Il y avait pas eu un quadriplé et c'était il y a peut-être il y a 4 ans, 4-5 ans. C'est presque ça, c'était un triplé. C'était la dernière course de Martin Fourcade le 14 mars 2020. Et le podium était Martin Fourcade devant Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin qui sont sur ce podium également. À noter la meilleure perf en carrière pour Emilien Claude, 8e et la 10e place d'Eric. Johannes Beu signe seulement la 13e place, mais reste largement leader. Le lendemain, les poursuites étaient toujours aussi surprenantes et toujours victorieuses pour les Bleus. Mais cette fois-ci que avec un E à la fin. C'est la Lou Jean Monod qui gagne la course féminine avec un 19 sur 20. Et à noter la remontée exceptionnelle d'Elvira Heuberg, partie 37e et arrivée en 3e position. Franziska Preuss n'y arrive toujours pas et signe seulement une 20e place. Chez les hommes, les Norvégiens ont eu leur vengeance avec eux aussi un triplé. Dans l'ordre, Sturla Laigrid et les frères Beu, avec Terrier et Johannes en 3e place. Et enfin, dimanche, c'était le relais mixte simple avec une victoire inédite de la Finlande, relais composé de Suvi Minkinen et Tero Sepala. La France arrive 2e avec Paula Beauté et Quentin Fillon-Maillet, et l'Allemagne arrive à décrocher un podium à domicile, le seul week-end. Parce que oui, quelques heures plus tard sur le relais mixte, avec des tours de pénalité pour toutes les nations sur le podium, assez rare pour le souligner, c'est la Suède qui parvient à décrocher la victoire, juste devant la France, et assez loin devant la Norvège qui complète le podium. Ce week-end et plus globalement cette semaine, on s'est régalé, et ça va continuer la semaine prochaine, mais ça on le verra à la fin avec les immanquables de Félix. Pour l'instant, on va prendre une petite pause, c'est l'heure de la musique avec... On est de retour sur Radio Campus, il est 23h16, c'était MKTO classique sur Radio Campus. J'espère que vous avez bien aimé cette petite pause musicale. On est de retour avec du sport, et c'est les news de la semaine. Léo, tu vas nous parler des news, et on commence avec une triste nouvelle. D'abord, c'est le jingle. Pour la suite de l'actualité sportive de la semaine, c'est parti pour les news du Campus Sport Club. Et oui, tu l'as dit, on commence avec de tristes nouvelles. De violents incendies ravagent Los Angeles depuis 6 jours et ont fait au moins 24 morts. Alors dans ce contexte tragique, le monde du sport américain est endeuillé et impacté avec le report de plusieurs rencontres de NBA ou de NFL. Mais c'est aussi la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques dans la ville californienne qui pose désormais question. Los Angeles doit accueillir les JO en 2028. Difficile de se projeter pour le moment sur la probabilité d'une annulation, mais plusieurs sites prévus pour accueillir des épreuves olympiques sont en grand danger avec des feux à proximité. C'est le cas des sites prévus pour l'équitation, le tir, le canoë ou le golf, notamment avec un des golfs historiques de Los Angeles qui est à quelques kilomètres des flammes. Thomas Barr, le président du comité international olympique, a affirmé qu'il fallait avant tout se concentrer sur la lutte contre les incendies, les personnes et les biens, mais certains médias américains s'avancent déjà, comme le New York Post, qui cherche des alternatives pour 2028. La possibilité d'organiser une deuxième fois de suite les JO à Paris a notamment été évoquée, mais semble pour le moment peu probable. Une infobox maintenant tombée hier, Tyson Fury annonce une nouvelle fois sa retraite. L'Anglais de 36 ans, battu au point le 21 décembre dernier par Alexander Usyk, a décidé de raccrocher les gants. Ce n'est pas la première fois que Fury, véritable légende de son sport, annonce sa retraite. Il l'avait déjà fait en 2018, mais était revenu, admettant que s'il ne boxait pas, il tombait rapidement en dépression. La nouvelle retraite de Fury est donc à prendre avec des pincettes, d'autant plus que certains boxeurs actuels rêveraient de l'affronter.
Avant son annonce, il était considéré comme le deuxième meilleur poids lourd de la planète derrière Usyk. On parlait alors d'un très probable combat face à Anthony Joshua, l'autre anglais qui déplace les foules actuellement. Joshua a très envie de combattre contre le Gypsy King devant 100 000 spectateurs à Wembley, et l'idée ne semble pas déplaire non plus à Fury. À voir dans les mois prochains si c'est réellement terminé pour Fury ou s'il reprendra le fil d'une carrière déjà grandement réussie. Moi, je vais vous poser une petite question, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Fury va revenir ou il prend sa retraite pour de bon, il raccroche les gants? Non, pour moi, il va revenir. Pour moi, il va revenir. C'est un joueur. Je sais plus la combienième fois qu'il fait ça, mais il l'a déjà fait pas mal de fois. Sa vidéo, elle me paraît un peu. Pour moi, enfin, c'est vraiment un pur avis subjectif, mais pour moi, je le sens revenir pour un combat. Je suis plutôt d'accord avec toi, moi. Il sait faire la communication, il sait faire parler de lui. Ouais, c'est vrai que il a déjà fait plusieurs fois ce coup de la retraite pour revenir plus fort et faire monter les prix des promoteurs. Alors maintenant, en vélo, le parcours du Giro 2025 a été révélé hier. Pour la première fois, le Tour d'Italie s'élancera d'Albanie, où auront lieu les 3 premières étapes de cette 108e édition. Mais c'est l'arrivée de la 14e étape qui retient l'attention. Elle sera jugée à Gorizia, en Slovénie, après 40 km sur les routes slovènes. Alors ce choix de l'organisation de faire un petit tour en Slovénie a sûrement été effectué dans l'espoir d'attirer une nouvelle fois Tadej Pogačar, déjà vainqueur l'an passé. Le Slovène devrait néanmoins privilégier la Vuelta cette année, seul grand tour qui n'a pas encore emporté. Est-ce que ça pourrait lui donner peut-être des idées de triplé? C'est possible. Le parcours sera une nouvelle fois très montagneux avec 4 arrivées en haute montagne en dernière semaine. Le toit du Giro sera situé au Colle del Finistre, désolé pour la prononciation, à 2178 mètres d'altitude. À noter que ce Giro sera le dernier grand tour disputé par Romain Bardet, qui espère partir sur un bon résultat. Le Français a déjà annoncé mettre un terme à sa carrière à l'occasion du Critérium du Dauphiné qui se tient chaque année entre le Tour d'Italie et le Tour de France. Les gars, est-ce qu'avec un Giro très montagneux et pas de gros contre-la-montre, est-ce qu'on peut espérer de bons résultats de Romain Bardet, ou qu'est-ce que peut espérer Romain Bardet sur un Giro pareil? Alors, le cyclisme, c'est pas ma spécialité, mais Romain Bardet, il a toujours été là dans les moments importants. Il peut décrocher des petites victoires d'étape. Après, le classement général, je pense que ça va être compliqué. Après, on connaît pas encore les adversaires qui seront en lice, mais on espère toujours un bon Giro de Romain Bardet. Ouais, moi personnellement, j'y crois. Romain Bardet, ce genre d'événements, il les aime bien. Giro, ça lui réussit souvent. Donc, je pense que c'est quelque chose ça peut lui réussir cette année. Ben, on l'espère pour son dernier grand tour. Et ça serait beau de le voir avec peut-être le maillot rose, une petite étape comme il l'a fait au Tour de France en 2024. Maintenant, petit mot de surf avec la blessure de Gabriel Medina. Il est mal retombé après une manœuvre aérienne en sortant du tube. Medina, triple champion du monde, manquera les premières étapes de la saison qui débute à Hawaï. Le Brésilien avait fait rêver sur la vague de Teahupo lors des derniers Jeux Olympiques en décrochant une médaille de bronze, mais aussi grâce à une photo suspendue dans les airs, l'index levé vers le ciel, qui restera gravée longtemps dans les mémoires. On va s'intéresser au football maintenant avec le président de l'OL, John Textor, qui fait encore parler de lui. Hier soir sur RMC, il s'en est pris à Nasser Al-Khelaifi, son homologue du PSG, et à Vincent Labrune, qu'il a désigné comme le toutou du président du club parisien. Il s'est ensuite excusé quelques heures plus tard. Textor a également gravement mis en cause la DNCG, qui a rétrogradé son club en Ligue 2 à titre conservatoire, tout en l'interdisant de recruter et en encadrant sa masse salariale. Textor accuse la DNCG de s'être acharnée sur l'OL et d'être dépendante de la Ligue. Le président de l'organe de contrôle financier, Jean-Marc Mikeler, a fermement recadré John Textor aujourd'hui en l'appelant à faire preuve de sérieux, tout en ajoutant que ces déclarations témoignent d'une méconnaissance manifeste et persistante des règles de la part du président lyonnais. On est d'accord, c'est un peu déplacé, c'est sa déclaration de Textor. Bah, c'est très très dans son style, toujours provocateur, assez américain. Moi, ça me dérange pas, en tout cas, ça me fait plutôt marrer. Et puis ça reste, enfin toutou, je trouve pas ça un énorme manque de respect. Et puis ça fait parler de la ligue. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Ouais, après c'est intéressant du point de vue de Textor, parce que c'est un des seuls finalement qui prend cette position d'aller contre la ligue, en fait, contre ce qui peut se passer dans les instances du football. Il y a beaucoup d'omerta, on sait pas grand chose nous en tant que suiveurs. On comprend pas pourquoi tout le monde se range derrière Labrune, tout le monde est derrière Nasser El-Khelaifi, et je trouve ça intéressant que Textor mette un coup de pied dans cette fourmilière. Ouais, et Textor, il va avoir besoin en tout cas de renforts durant ce mercato, et on va faire un petit point sur le mercato avec différentes grosses arrivées, surtout une grosse arrivée qui se précise
en Ligue 1 et elle est bien évidemment du côté du Paris Saint-Germain. Le Géorgien Gvisha Kvaratskhelia, il va falloir apprendre à le prononcer maintenant, va s'engager officiellement dans les prochaines heures avec le club parisien contre environ 70 millions d'euros. Il va amener une grosse concurrence sur le côté gauche du PSG qui compte déjà Bradley Barcola et Désiré Doué, très en forme en ce moment. Ce soir, l'équipe annonce également un accord entre le PSG et la Juve pour un prêt sec concernant Randal Kolo Muani. Alors maintenant, à voir si l'international français acceptera l'offre des dirigeants turinois selon les conditions qu'on lui propose. Il va avoir beaucoup de concurrents sur le côté gauche du PSG. Est-ce que ce recrutement est vraiment utile? Bah, par rapport au problème d'efficacité du PSG, moi je trouve, il m'interroge ce recrutement parce que on sait que c'est un joueur qui a fait beaucoup de différences, ça ils en ont, mais devant le but ça a toujours été un peu compliqué, donc c'est utile dans la dimension où avoir un banc pour jouer de grandes ambitions européennes, c'est important. Après Barcola, est-ce qu'il va finir à droite, Dembélé en pointe, je sais pas trop, mais moi, je trouve un recrutement plutôt intelligent, mais je m'interroge quand même. Moi, je trouve ça intéressant parce que Barcola, depuis quelques temps, il est quand même moins bon, il est moins décisif, et je pense que le fait de lui mettre un vrai concurrent sur l'aile gauche, ça peut que le faire progresser. Il est encore jeune, je pense qu'il a le temps de se développer, et la concurrence, ça va lui servir à ça. Et maintenant, une nouvelle qui pourrait cette fois-ci faire plaisir à John Textor, toujours endetté. Maxence Cacré a officiellement signé cette semaine dans le club italien de Côme contre 16 millions d'euros. Une nouvelle rentrée d'argent essentielle pour Lyon, mais une décision difficile pour le milieu de terrain formé à l'OL qui doit quitter son club de cœur. Du côté de Monaco, Mika Bieret arrive en provenance de Sturm Graz contre 13 millions d'euros et vient renforcer un secteur offensif déjà bien garni côté monégasque. Très belle vente enregistrée cette semaine du côté de Reims également, qui a libéré son défenseur central ivoirien Emmanuel Agbadou à Wolverhampton contre la très jolie somme de 20 millions d'euros. Et enfin, un petit mot côté nordiste. Lens devrait dans les prochaines heures officialiser la plus belle vente de son histoire avec le départ de Kuzanov à Manchester City. Pour 50 millions d'euros, bonus compris, un véritable jackpot pour un défenseur central. Néanmoins, après le transfert de Paolo Lopez, il va falloir peut-être trouver un remplaçant à Brice Samba. On va en discuter, je pense, dans pas longtemps. Ça sera tout l'objet du débat, effectivement. Et merci beaucoup, Léo, pour ce récap des news. C'était assez complet. Les prononciations, c'est pas mal. Hein. C'est Kvaratskhelia, tu le prononces mieux que moi en tout cas, c'est pas mal. Tu peux essayer Kvaratskhelia? Kvaratskhelia, moi. C'est pas mal. Tu maîtrises le géorgien, Loïc. Ouais, c'est ma deuxième langue natale. On va en tout cas passer au débat, donc avec cette question qu'on va se poser. Est-ce que le mercato de Lens est-il compromettant pour la suite de la saison du club San-Ayor, qui est donc 7e à 4 points de la 3e place, mais qui a une dynamique assez contrastée. Je vais vous faire le récap des dernières semaines du nouveau mercato à Lens. Je vous demande de vous accrocher. Et je vais essayer de pas faire trop chiant, mais c'est très très long. On a commencé avec une volonté de départ de Brice Samba, gardien du Racing Club de Lens, numéro 1 et dans les meilleurs gardiens français, numéro 2 dans l'équipe de France en tout cas. Cette volonté de départ a amené le dirigeant lensois à vouloir recruter Jean Butez de Royal Antwerp, qui finalement est parti à Com. Il y a le refus de Lens de vendre Samba suite à des pratiques rennaises jugées inacceptables par le Racing Club de Lens, avec Arnaud Pou, le directeur sportif rennais, ancien lensois, qui a apparemment contacté les joueurs sans prévenir la direction lensoise. Mais Samba a quand même été vendu quelques jours plus tard et Hervé Kofi a assuré l'intérim, mais une volonté de recruter un autre gardien est tenue par la direction lensoise. Paul Lopez arrive donc en prêt de Marseille pour 6 mois, communication, vidéo, photo, tout la totale, mais Jérôme, dernier moment, oublie qu'il a plus le gardien, donc le garde quand même au dernier moment avant qu'il ait signé définitivement, jusqu'au 29 janvier, fin de la phase de groupe de Ligue des Champions. Lens refuse alors de le prendre même au 29 janvier. Il se retrouve sans gardien, sans Samba, mais avec Hervé Kofi, je vais vous demander si il peut assurer la fin de saison. Ça, c'était pour le dossier gardien, mais il n'y a pas que ça. Léo l'a dit, Rouchanov va partir pour 50 millions. C'est pas encore officiel, mais c'est bientôt. Bonus compris à City. Et l'arrivée de Godin Koyeloupou, buteur contre le Havre ce week-end, des buteurs importants, qui égalisation. Premier match, premier but.
Alors je vous pose la question, est-ce que ce mercato agité peut porter préjudice à la deuxième partie de saison du Racing Club de Lens? Moi, je pense que oui, mais j'ai une question pour ceux qui suivent Lens particulièrement ici. Est-ce que Hervé Kofi va vraiment rester c'est décidé, il va rester le numéro 1 jusqu'à la fin de la saison, ou ils sont toujours en train de chercher un numéro 1? Alors Pierre Desrossi, directeur sportif, a annoncé au micro de DAZN avant le match du Havre qu'il cherchait encore un gardien numéro 1, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup, pour Lens, de chercher encore un numéro 1. Parce que je trouve que Kofi fait pas l'affaire. Ouais, je trouve que c'est pas assez costaud. En tout cas, s'ils ont des ambitions, après, au vu du projet en ce moment, etc., je sais pas, j'arrive plus trop à savoir s'ils ont encore des ambitions. Mais moi, j'ai vu son match contre le PSG, je l'ai pas trouvé rassurant du tout en Coupe de France, en tout cas. Et tu vois qui arriver en tant que gardien à Lens, parce que c'est quand même compliqué. C'est là où c'est compliqué maintenant. Il y avait un moment la rumeur Lafont, qui maintenant est au placard à Nantes. Je crois que les Lensois en ont pas trop envie. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ils sont passés. Je pense que ce serait une bonne idée Lafont à Lens. Peut-être pour le lancer ou... Entre Kofi et Lafont, je pense que je prends quand même Lafont. Ouais. T'en penses quoi, Léo? Ouais, moi pareil, j'ai vu le match de Kofi face au PSG, il est pas totalement rassurant. Même si peut-être avec quelques matchs, il peut prendre un peu d'épaisseur. Après, c'est vrai qu'entre Kofi et Lafont, il a quand même de vraies références en Ligue 1. Sur les gros matchs, il a déjà été là. Si Lens a vraiment envie d'être européen en fin de saison, il faut de toute façon aller recruter un gardien. Kofi, c'est pas un gardien qui vous amène à des places en Ligue Europa, voire en Ligue des Champions, c'est pas possible. Donc, pour moi, à voir si Lens continue à chercher un gardien ou se rebat sur Kofi, parce que peut-être que finalement les dirigeants vont préférer garder leur gardien numéro 2. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense qu'Hervé Kofi peut faire l'affaire. Son match contre Paris était pas fou, mais en Coupe de France contre Paris aussi, où Lens s'est fait éliminer. Il a fait un gros match. Il a sorti une parade exceptionnelle et il arrive à avoir des moments comme ça des gros arrêts décisifs. Moi, c'est au pied qui m'a fait peur plutôt. Ouais. Ouais, il y a eu des sorties. D'une ou deux relances où dont soit il tire dans son défenseur, soit dans sur la tête de Kevin Danso, c'est ça. Donc à deux doigts du but de gag. C'est ça. À deux doigts du but de gag et puis même sur les sorties aériennes, moi je l'ai pas trouvé. Bon, après c'est clair que passer après Brissamba c'est pas facile. Bah oui. C'est pour 6 mois puis je crois qu'il y a plus trop de sous donc. Ouais. Peut-être pour ça aussi qu'ils veulent le garder finalement. Et puis après tout ce qui se passait avec Paul Lopez, Jean Butez, etc. Ça risque d'être assez compliqué. Mais au-delà de la question du gardien, moi je pense qu'à Lens il y a une vraie question par rapport à la défense en général. Et là le départ de Kouzanov est un vrai problème. C'est lui probable de Danso aussi. Grady, sa situation, on a du mal à la comprendre. Moi je trouve que ce qui faisait vraiment la force de cette équipe lensoise, c'était la défense. Et là, déjà que l'attaque était pas en forme, si on se met à bouleverser une défense en pleine saison comme ça, je pense que ça va être assez problématique pour les ambitions lensoises. Donc ça, vous en pensez quoi aussi, vous moi, j'espère que Gradit va se relancer avec le départ de Kouzanov. Départ d'ailleurs, on peut le souligner, 50 millions, c'est vraiment... Pour acheter 100 000... C'est vraiment énorme, surtout tous les joueurs de manager, ils rêvent de faire ça. C'est clair, surtout qu'on parle d'un joueur qui était pas titulaire sous Francaise quand même. Les quelques mois qu'il a été, on parle d'un joueur qui n'a pas été non plus il a prouvé quoi sur 4 mois c'est juste qu'en première ligue ils l'ont vu avec une cicatrice au niveau de la tempe et puis ils se sont dit que c'était le nouveau Van Dijk je trouve qu'il est pas première ligue, mais est-ce qu'il vaut les 50 millions? En tout cas je trouve que c'est une superbe affaire réalisée par Lens. Et puis pour la question de la fin de saison, en fait moi je trouve que le débat est dans le fait quelle fin de saison ils veulent vivre quoi. S'ils veulent aller chercher l'Europe, oui, s'ils veulent se maintenir là où ils sont, ils ont 11 points, je crois, devant la 16e place et ils seront jamais rattrapés par des clubs de ce gabarit-là. Ils peuvent s'installer dans un ventre mou tranquillement et se reconstruire l'année prochaine aussi. Donc pour toi, on a des transitions, ils vont pas chercher l'Europe? À voir aussi la fin du mercato, il reste un peu de temps, mais ça peut être compliqué, ouais. Après, je pense qu'on est assez trompé par la saison lensoise, la saison où ils ont terminé sur le podium, où ils ont été en Ligue des Champions. Depuis, je pense qu'on a une image du RC Lens comme un club très dominant, qui vise les places européennes, voire la Ligue des Champions dans le championnat de France. Moi, je pense qu'à cette époque-là, ils étaient un poil en sur-régime. Et en fait,
le ventre mou de la Ligue 1 ou alors les 6 et 7e places pour Lens, ce seraient des places normales. Donc en fait, s'ils finissent 7e cette année comme ils le sont actuellement, il y a aucun je vois aucun problème à ça. Tu les vois finir 7e ou pas? Léo, par exemple. Ouais, bah, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord. Quand je vois les effectifs, des équipes devant, que ce soit, bon, Paris évidemment, mais des équipes juste devant, Lyon, Nice, Monaco et même Lille, pour moi, c'est au-dessus de Lens. Et, c'est vrai que l'année dernière, ils étaient en sur-régime. Il faut un exploit face à Arsenal. On voit Lens peut-être trop beau. Et par rapport aux joueurs qui sont à sa disposition, et encore plus sans un Brice Samba qui pesait énormément et qui était numéro 2 en équipe de France, là ça risque d'être vraiment compliqué d'aller embêter des équipes comme ça devant. Je vous trouve dur quand même les gars. Je vous trouve quand même dur. Pour Lens. Ouais. Mais après, d'un autre côté, moi, quand je vois le classement qu'il y a derrière, la fin de saison, elle me fait pas extrêmement peur. Toulouse, Strasbourg, Auxerre, à part Brest qui est un petit peu derrière, ou Rennes qui ferait une remontée phénoménale, je vois pas vraiment de clubs qui peuvent aussi passer devant Lens, qui peut assurer une 7e place. En tout cas, je les vois pas finir devant les 6 de devant. Toi, tu regardes que derrière, tu regardes pas devant? Bah, je regarde devant, mais là, il y a un mur, quoi. Il y a un écart énorme, pour moi, entre Lens et c'est Lyon devant Lens. Ouais, mais après, quand on regarde le début de saison, si on enlève après, je vais le dire, je suis lensois, mais ouais. Je le dis comme ça, comme ça c'est fait. Mais le derby, si on enlève le derby, Lille a un point de moins que Lens sur les matchs contre les autres clubs du championnat sur la première partie de saison. Pourquoi on enlèverait le derby? Alors, le derby est fait pour être compté, c'est mais un match, c'est que je crois qu'il est, la première partie de saison est pas si catastrophique que ça. Non, du tout. On entend beaucoup parler qu'on est voilà, ils sont petit lapsus, nous, Lens en difficulté, mais en soi. Mais moi, je pense que c'est aussi l'image qui renvoie, parce qu'il y a tous les cadres du projet, à part Sotoka et Gradit, à la limite, qui sont partis. Et donc, ça pose question sur est-ce que les joueurs qui y sont, ils croient encore aussi à cette espèce de ferveur qu'il y a, et etc. Samba qui part, Koussanov, voilà, il y a eu plusieurs joueurs qui sont partis et qui étaient centrales dans ce projet. Wai, qui avait été acheté plutôt pour du long terme, donc on se pose des questions, quoi. Et côté attaque, Godin, Kulelipou, vous y croyez pas? Le but est un peu gag, mais ouais. Ça rentre quand même. Hein. Léo, t'en penses quoi de cet attaquant? Ouais, le but est un peu gag, mais je crois qu'en Bulgarie, il fonctionnait déjà pas mal. Ouais, il est sur une bonne série de buts. Je crois que c'est le 5e match où il marque des buts consécutivement. Ouais, donc il plante beaucoup en ce moment. Et c'est un bon recrutement, ils l'ont pas payé cher. C'est peut-être justement le nouveau Kouzanov. Ça se trouve l'année prochaine ils vont le vendre 50 millions. Ouais, mais je crois moyen. On parle quand même d'un mec qui a joué 10 matchs à Avranches, je crois, quelque chose comme ça, qui a mis 1 ou 2 buts, quoi. Donc, ouais, mais là il fonctionne pas mal. J'espère pour eux que ça va fonctionner, mais c'est un recrutement, je trouve, qui montre l'état dans lequel est Lens au niveau des finances en tout cas, et puis aussi l'état dans lequel est le marché aussi. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et puis Will Steele essaye de composer avec l'effectif qu'il a, quoi. Puis quand on voit les histoires du mercato à Lens, c'est assez compliqué, même cet été avec tous les joueurs qui devaient partir, qui sont revenus au dernier moment. Enfin. Ouais, et puis même des joueurs qui ont plus le même rendement que l'année dernière. Je trouve Sotoka, c'est plus du tout le même joueur qu'il y a 1 ou 2 ans. Il vieillit, c'est normal, mais je suis pas sûr que ce soit lui qui porte l'équipe en deuxième partie de saison. Tu penses qui va porter l'équipe de Lens? C'est une bonne question. Il faudrait peut-être que Kevin Danso aussi retrouve. L'année dernière, il dégageait une confiance énorme à chacune de ses. Enfin, sur le terrain, c'était vraiment le patron. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. On le sent un tout petit peu moins. Je sais pas, il dégage pas l'assurance parfois qui dégageait la saison dernière. Sans lui, Lens était une des meilleures défenses de Ligue 1 quand il a eu sa période d'absence en début de saison. Là, ça reste une bonne défense, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, tous ces cadres doivent aussi retrouver l'aplomb qu'ils avaient l'année dernière. Je vais vous poser une petite dernière question pour ce débat. Félix, tu vois Lens finir en quelle position à la fin de saison? Pour moi, la place qu'ils ont actuellement, c'est leur place. 7e. Pour moi, en fait, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Les 6 de devant, il y a un mur entre Lens, pour moi, en termes de qualité, et les 6 équipes devant. Loïc? Moi, 14e. Mais attention. Non, du tout. Moi, j'ai pas été dans ce sens-là pour le débat, mais franchement, allez, moi, je vais pas être sympa. Je vais être joueur avec toi. Je vais dire 8 ou 9e.
Je les vois pas accrocher l'Europe. Est-ce que ce serait un service aussi pour eux qu'ils accrochent l'Europe? Je sais pas, ils sont en pleine reconstruction. Une remontée de Rennes sous Sampaoli, j'y crois pas trop. Brest, malgré le fait que ce soit pas mes meilleurs amis, je pense que ils sont armés. Bon voilà, moi je les vois peut-être craquer. Après c'est vrai qu'il y a pas grand monde derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les vois pas finir mieux que 7e. Ok. Et toi, Léo? Et moi, ouais, j'ai beaucoup critiqué la gestion de Lens pendant ce débat, mais néanmoins, là, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que derrière, pour moi, ça passe pas devant Lens. Et Lyon, je les vois pas tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison parce que vu la situation du club aujourd'hui, on sait pas ce que peut donner Lyon. Donc Lens est bien à sa 7e place et si Lyon craque avec toute la gestion du club et peut-être une probable descente en Ligue 2, etc. On sait pas ce qui peut se passer. Et ben peut-être que Lens pourrait monter à la 6e place et jouer l'Europe. J'aime beaucoup cet avis, Léo. J'aime beaucoup. Je suis plutôt d'accord avec toi. Une petite 6e ou 7e place, pourquoi pas qualificative pour l'Europe, qui va peut-être dépendre du vainqueur de la Coupe de France. On rappelle, si le vainqueur de la Coupe de France est déjà européen, la 7e place sera la qualificative. Il est joueur. Des sous, une qualification en Coupe d'Europe. On espère que ça pour le Nord, en tout cas. Effectivement, en plus en Conférence League, bon, on y a déjà été cette année, mais on n'en parlera pas. Je pense. Ouais, on n'en parlera pas. Pas beaucoup de chances de tirage, faut le dire aussi, contre le Pana. Mais bref, on va changer de sujet et on va prendre une petite pause musicale après ce long débat et ce débat agité. Il est 23h40, on est toujours sur Radio Campus et je vous propose Inis Paoletta sur Radio Campus, toujours 23h40. Petite pause musicale. C'était la petite pause musicale sur Radio Campus, Inis Paoletta. Il est 23h42 et on n'a pas fini avec notre émission. On a encore beaucoup de choses à dire et là, on va arriver sur les immanquables de Félix. Toutes les choses à pas rater, c'est maintenant sur Radio Campus. Les événements à ne manquer sous aucun prétexte, c'est maintenant dans le Campus Sport Club. On commence ces immanquables avec le sport qui a alimenté notre débat, le football avec les 16e de Coupe de France qui se poursuivent demain. Plusieurs équipes amatrices défieront des clubs de Ligue 1, notamment Bourgoin-Jallieu, club de National 3 qui accueillera Lyon à 18h, un match à suivre sur les chaînes de beIN Sport. Ou encore Espali, pensionnaire de National 3 qui accueillera le PSG à 21h, un autre match à suivre sur les chaînes de beIN Sport. Première question rapide déjà pour vous les gars, est-ce que vous voyez un club amateur sortir un club de Ligue 1 demain Je l'espère, en tout cas c'est la magie de la Coupe de France. On aime toujours voir des petits clubs aller loin en Coupe de France et ça fait toute la magie. Moi je l'espère tant que c'est pas Lorient. Tant que c'est pas Cannes qui élimine Lorient, ça me va. Voilà. Ouais. J'aimerais bien voir le Stade Briochin éliminer Annecy après avoir éliminé une Ligue 1 juste avant, ce serait vraiment très fort. C'est vrai. Et si la Coupe de France ne vous branche pas ou que votre club de cœur ne joue pas demain soir, vous aurez toujours le choix de vous rabattre sur une autre compétition car le championnat d'Angleterre se poursuit ce mercredi avec à 21h un très alléchant Arsenal-Tottenham. Le derby du Nord de Londres sera à suivre sur Canal+. Concernant le championnat de France, ce dernier se poursuivra ce week-end avec la 18e journée. Une journée qui s'annonce ardue pour nos clubs du Nord puisque Lille recevra Nice à 21h05 vendredi. Le match sera à suivre sur DAZN tandis que le Lens jouera à Bollaert contre le PSG samedi à 17h. On poursuit ces immanquables avec le sport de ce début d'hiver, le biathlon avec la Coupe du Monde qui se poursuit cette semaine, l'individuel masculin dès demain à partir de 14h10 sur la chaîne L'Équipe, l'individuel féminin à suivre toujours dès 14h10 sur la chaîne L'Équipe, mais le jeudi cette fois. Puis en fin de semaine, nous aurons les relais masculins et féminins à suivre vendredi et samedi sur la chaîne L'Équipe, puis les mass start dimanche, toujours sur la chaîne L'Équipe. Heureusement qu'ils sont là. Petite question pour vous les gars, est-ce que vous pensez que les Français ont leur chance pour ces dernières journées de Coupe du Monde de biathlon? Oui, déjà chez les femmes, Jean Monod, elle a l'air très très en forme. Peut-être dès le sprint, Jean Monod peut faire quelque chose. Et après, chez les hommes, je sais pas si vous voyez quelqu'un. Moi, les Norvégiens, ils m'ont impressionné sur la dernière poursuite. De toute façon, c'est toujours impressionnant, mais
On peut toujours espérer un petit Français qui se glisse sur un podium dans la semaine, ça fait toujours plaisir. Et puis Loujean Monod, pourquoi pas peut-être récupérer des petits points sur Preuss, ça peut être pas mal. Et une autre Coupe du Monde qui a déjà commencé cette semaine, c'est celle de handball. Le premier match des Bleus, on l'a suivi, a eu lieu tout à l'heure contre le Qatar, mais samedi, ce sont les Autrichiens que les Bleus affronteront. Le match sera à suivre sur les chaînes beIN Sport. En tennis, l'Open d'Australie se poursuit ce soir avec plusieurs Français qui jouent dans la nuit de mardi à mercredi, en particulier Gaston qui affrontera Lehecka à 2h30, Bonzi à la même heure qui défiera l'Italien Passaro, puis 2 heures plus tard, on retrouvera Caso contre le Britannique Finlay, Humbert contre le Libanais Habib et le duel fratricide entre Alice et Fils. Tous ces matchs sont à suivre sur beIN Sport. Place à un autre événement sportif qui se finit de ce début de mois, qui se finit en janvier. Le Dakar 2025 avec les dernières étapes cette semaine. Les 10e, 11e et 12e étapes auront lieu respectivement mercredi, jeudi et vendredi. Toutes ces étapes sont à suivre sur la chaîne L'Équipe. Merci beaucoup Félix, on va pas rater une miette de tout ça. On va suivre tous ces événements et puis on vous en reparle la semaine prochaine avec le retour d'Adrien bien évidemment. Mais avant de vous quitter bien évidemment, le quiz tant attendu de Loïc. Loïc, qu'est-ce que tu vas nous poser comme petite question? Petit jingle avant. Ouais, jingle. Chroniqueur frauduleux, talentueux ou bien chanceux, c'est l'heure du quiz dans le Campus Sport Club. C'est ça, ouais, c'est l'heure du quiz, c'est l'heure de voir qui sont les fraudes parmi nous, ceux qui vous ont joué des tours depuis le début, ceux qui suivent pas vraiment plus le sport que vous. Donc il y a un peu de pression là autour de la table, je vous mens pas. On commence avec un peu de voile, hein, forcément. Depuis ce matin, c'est la deuxième fois. Alors je vous dis, il faut répondre dès que vous avez la réponse. Hein. C'est la deuxième fois que je franchis la ligne d'arrivée du Vendée Globe en premier, et pourtant je n'ai qu'un seul titre. Je suis Charlie Dalin. Ouais, un point pour Léo du coup. Oh, non. C'est Charlie Dalin. Est-ce que vous avez son temps? 64 jours. Ouais, c'est 75 jours. C'est très très fort de la part d'Antoine. Alors pour info du coup, hein, il explose le record de 10 jours, hein, qui était 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, qui était détenu par Armel Lecléar. Donc c'est notamment grâce à des conditions de vie dans les bateaux qui sont devenus de plus en plus vivables et de plus en plus performants aussi, avec une finesse dans les logiciels de routage qui est de plus en plus importante. Est-ce que vous avez le nouveau nom de l'entraîneur de Saint-Étienne? Oh là là. Orneland. Oh oui. Léo Oh là très là. très il en est fort, forme. il est fort, il est Pour fort. l'instant, Félix est pas du tout dans son match. Hein, je Ouais, non, je suis pas dedans là. Et combien ils ont pris de points depuis son arrivée? Et bah 3, Eh ben, un point pour Félix. Voilà, fallait le piquer un peu. puisqu'il y a C'est eu ça. un match de Coupe de France. C'est ça, Peut-être ils un ont point gagné. bonus là pour celle-ci, non? Ah, je pense pas. Ils ont gagné que un match contre Reims, ce qui est déjà pas mal, hein, 3-1, et puis ils ont fait un match quand même, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais globalement plutôt encourageant contre le PSG. Ils perdent 2-1. Oh, oui, c'était loin d'être ridicule. Hein. En plus, c'était au parc. C'est très encourageant pour la suite. Mission maintien. On espère pour eux qu'ils vont réussir. On va voir si vous avez bien écouté Léo. Pour quel montant, bonus compris, attention, est parti Maxence Cacré à Com. 17 millions. Et Félix qui revient très fort dans le match. Antoine n'est plus du tout dedans pour le coup. Un petit point nordiste, un petit point nordiste. On sait qu'Antoine est fan de Lens, c'est pas le club de Lens, mais c'est sa région. Quel est le classement de Dunkerque actuellement en Ligue 2? Troisième. Antoine est très très j'ai vu deux. fort, très nordiste. Ils ont 33 points hein, d'ailleurs. Très déçu que le match, la grosse affiche de Ligue 2 n'ait pas été annoncée dans les immanquables. Dunkerque-Lorient ce week-end, 33 points, un point derrière l'ogre Lorientais qui va sûrement écraser Dunkerque samedi prochain. T'as peur? Ah non, je suis très serein. Attaquant de Bundesliga, je suis pisté par Manchester City pour devenir la doubleur d'Haaland. Alors là, je sais pas. Les gars, c'est la sensation du début de saison en Si, Bundesliga. c'est Marmouche. Et Marmouche, Ah, oui. évidemment. Félix qui prend les devants avec 3 points du coup. Et là, encore, hein, on continue sur du foot. Vous aurez compris que je pense que c'est le domaine que je préfère. Pisté par Arsenal depuis près d'un an. Il y a eu des rebondissements, mais je suis pas sûr que vous l'ayez. Je devrais y signer cet hiver pour un montant de 60 millions. Arsenal. Un indice, c'est un milieu qui joue en Liga. 60 millions. Il est pisté depuis Qui- plusieurs saisons.
Ouais, on en avait entendu parler l'année dernière en tout cas. Qui joue en Ligue 1. Qui joue en Liga En Ligue 1. Donne-nous la nationalité. espagnole. Tous les milieux de la Ligue, quoi. Et qui Si tu parles de Merino, t'as 6 mois de retard, là. Ouais, justement, c'est sur le même axe que Merino. Exactement le même axe. C'est Soubimendi, les gars. Ah, oui, Aïe, aïe, aïe. Donc là, personne ne pense, je devrais faire un QCM à point négatif, carrément. Et le record d'Europe est tombé aussi, 10 km sur route, ce week-end à Valence. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a soit le chrono, soit le coureur? 26-57. Ah, on n'est pas loin. 56. C'est celui, non. Léo pronostique et puis ensuite Félix, celui qui est le plus proche aura le point. Oh, voilà, c'est de la triche, là. Ah, c'est un peu de la triche, j'avoue. On peut donner le coureur, on n'a pas donné le coureur. Tu peux donner Ouais. le coureur? C'est Jimmy Gressier? Non, Non, c'est pas c'est le Jimmy record de France, Gressier. ça. Jimmy Gressier qui vient de signer un gros contrat chez Kiprun. Je sais pas si vous avez vu. Pas Il du tout. quitte Nike et il prend un contrat à 1 million d'euros Chez Decathlon. Assez étonnant. chez Decathlon. C'est étonnant. C'est une marque française du Nord, comme lui. Je pense que c'est surtout la valeur du contrat qu'a joué quand même pour quitter Nike. Ouais. Oui, Félix, un petit pronostic, soit coureur, soit chrono. Je pense que le point chrono, je vais quand même l'attribuer à Antoine. Merci. Allez, Même si je vais moi, rectifier. je suis déjà devant, je crois. Je laisse à Antoine, celui-là. Ok, bon, bah Antoine prend le point du Merci, c'est bien chrono. Alors, pour te rectifier, c'est 26-53. Hein. Ah. Et c'est Andreas Almgren, qui est un Suédois. L'ancien record, hein, pour l'info, il avait été établi à Lille par Daginos. 27-04, donc il le bat de 11 secondes. C'est énorme. C'est le premier Européen sous les 27 minutes. À noter que le deuxième Européen aussi a été sous les 27 minutes. Quelles sont les équipes dans la poule de la France de cette Coupe du Monde de handball? Le Koweït, le Qatar et l'Autriche. Oh, Aïe, là, aïe, c'est aïe, très aïe, très aïe. fort de la part de Léo. On approche de la fin du quiz. Un petit point sur les points. Les trois sont égalité. Oh là Oh là. là là. Je sais pas si les trois chroniqueurs sont très bons ou très mauvais. C'est à vous d'en décider, mais en tout cas, c'est relevé. Alors que le tournoi destination approche, combien de fois la France l'a-t-elle gagné? 16 Ouais. fois. Il y a un des deux chiffres qui est bon. Il sait quoi et quoi? Combien de fois la France l'a-t-elle gagné? Ou alors vous pouvez me donner aussi sur les 6, elle est combienième? Ça fait. Ils l'ont gagné 18 fois. Ah non. Un petit pronostic, Félix? Moi, j'aurais dit 16 fois aussi, mais. Non, c'est 26 victoires, les gars. Donc, Oh. vous nous sous-estimez et 10 grands chelems. Un petit pronostic sur les sixièmes, on est combien? Sur les 6, on est combien? Sachant qu'on a joué 35 tournois de moins que certains pays. Ah, on doit être alors peut-être quatrième. 3e. Putain, j'aurais dit 4ème aussi. C'est un point pour notre animateur du jour, Antoine, Ah, récompensé let's go. pour son investissement. Voilà, donc Angleterre et Pays de Galles devant nous, hein, mais à noter qu'ils ont 35 tournois disputés de plus, donc on est largement au-dessus. Hein. Non. 39 victoires D'accord. pour les deux quand même, et 13 grands chelems pour l'Angleterre, contre 12 pour le Pays de Galles. Après un match éprouvant ce matin, mon fils en 5-7, mon fils s'est imposé. Il va affronter qui? Oh, Ah, il est le fort, hein. piège bête. Il est fort. Le- Ah, je sais pas du tout. Je vais pas me... Bon, la prononciation sera peut-être pas la bonne, mais c'est Daniel Atmayer, un Allemand, voilà. Et est-ce que quelqu'un connaît le classement actuel? Il faut vous départager... Ah, enfin non, pour l'instant, Antoine est devant. Est-ce qu'un des deux va réussir à égaliser? Connaissez-vous le classement actuel de mon fils? 41e. Oh là là, bah Antoine, Ah là là. Antoine Eh ouais. finit. Il On met peut un pas plat me du tester au pied à la tennis. dernière minute en contre-attaque. Il crucifie Léo et Félix. Belle victoire d'Antoine. Félicitations à Antoine en tout cas. Bah, merci bien. Merci à toi pour ce quiz. C'était bien sympathique. C'est l'heure pour nous de conclure cette émission. J'espère que vous avez bien apprécié être avec nous à l'antenne et autour de la table aussi. Vous avez apprécié? C'était bien? Ah ouais, J'ai super. passé un super moment. Et puis on a hâte de voir la fin de saison de Lens du coup, voir si Antoine... J'aurais raison. C'est un Je honneur. reviendrai en fin de saison pour vous dire que j'ai raison. Et par En fait, rapport à la rentrée de mon fils dans le top 50, là, est-ce que vous croyez en lui, là, en cette fin pour l'Open d'Australie? Est-ce Petit que vous débat pensez lancé qu'il peut comme ça aller en plus fin loin? d'émission. On a le temps. On a le temps. Ouais, moi je crois en lui parce que le tableau est assez ouvert.
il joue Daniel Hatmayer et derrière, je crois que il peut jouer. Alors attendez, on va aller sur le tableau tout de suite pour en savoir plus, mais je crois que le tableau de mon fils est assez ouvert et surtout la forme de mon fils est assez incroyable face à Mpeti Péricard 20 ans. Le match qui vient de sortir, c'est assez dingue et il sort d'une victoire à Auckland, donc ouais, c'est assez fort. Moi, je rebondis sur ce que dit Léo. Je sais pas si j'y crois, mais j'ai envie d'y croire. Il a l'air vraiment d'être là pour le plaisir. Le plaisir. Il est là pour la gagne, hein, mais il est là pour le plaisir. Ça se voit qu'il kiffe son moment. Il est bien préparé, je trouve, par son équipe. Donc ouais, il peut nous faire une petite épopée en tout cas. Et puis le plus inquiétant, c'était le physique. Il nous a prouvé que physiquement, il est présent. Ouais, le match contre un petit Péricard en 5-7, ça force le respect. Et en plus, en Grand Chelem, t'as 2-3 jours entre les matchs. Il y a moyen de faire un petit parcours sympathique. Ouais. Là, je viens d'y penser, je sais pas changement complet de sujet, je sais pas si Léo t'avais quelque chose à rajouter. Ouais, si mon fils s'impose face à Hatmayer, ça sera Christian Garin ou Tyler Fritz. Donc en fait, ça sera plus difficile que prévu parce que Tyler Fritz est actuel 4e mondial. Donc pour un tableau ouvert, tu nous as vendu un peu. Ouais, 3e tour compliqué finalement. Et voilà, on est quand même dans une radio du Nord. On a un Lensois à l'animation, mais on va essayer d'être objectif. Lille qui vient de passer contre Marseille quand même. La Coupe de France, vous y croyez? Je pense que ils ont les épaules. Ça me fait du mal à le dire, mais ils ont les épaules pour la gagner. Ils ont éliminé Marseille, donc là, en gros du championnat, il y a plus que Paris, c'est les plus difficiles à éliminer, mais Monaco est sorti contre Reims, à noter. Nice a gagné contre Bastia, donc c'est ouvert. C'est assez ouvert. Après, c'est toujours un peu les mêmes enjeux en Coupe de France, c'est que faut pas tomber sur le PSG, quoi. On retrouve souvent le PSG en finale. Ouais. Est-ce que le PSG va pas se faire sortir par Espali demain? Ah bah si, on y croit tous. On l'espère. Ouais, je suis pas sûr. Ce serait route ouverte pour la victoire finale de Lorient. Ça serait beau. Ouais, donc Lille, moi je pense que ça va bout. Ça nous ferait plaisir de voir des belles affiches. Si le PSG sort, c'est le favori quasiment. Si le PSG sort, mais le PSG sortira pas. Non, peut-être pas face à Espali. Mais il reste encore Lyon, quelques tours. On est en 16e de finale. Le PSG, il parle rarement en finale, mais quoique contre Rennes. J'espère, faut pas qu'ils s'affrontent avant les demi ou la finale, quoi. Ce serait cool. Ouais, je veux bien aussi Rennes faire un bon parcours. Avec leur championnat catastrophique, ils peuvent tout donner sur la coupe. Ça peut être un peu comme Lyon l'année dernière, en fait. Pour sauver la saison. Ouais, mais est-ce que Lille va réussir à concilier Champions League, Ligue 1, Coupe de France? Sachant qu'ils vont se faire éliminer dès les 8e de finale, ça va. Déjà, ils sont en 8e de finale de Coupe d'Europe, non? Ouais, déjà. C'est déjà pas mal. S'ils vont en 8e et pas en 16e, c'est une grosse perf. C'est vrai. Pep Genesio est capable de tout, les amis. Ouais, Pep Genesio. De battre tout le monde, effectivement. Bon, cette fois-ci, c'est peut-être la vraie fin de l'émission. Il est 23h58, il est vraiment le temps de vous laisser cette fois-ci. Je vous l'assure, la semaine prochaine, Adrien sera de retour à l'animation pour vous proposer des émissions bien plus qualitatives, je crois. À l'animation. C'est dur. T'es très bien sorti à l'animation. T'as passé la barre haute, en tout cas. Bon, je suis pas sûr, mais en tout cas, Adrien va revenir la semaine prochaine pour vous assurer les émissions avec une nouvelle équipe, des nouvelles informations, du sport, tout ce qu'on aime. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et je le cherchais. Bien vu. Portez-vous bien.